Et cet après-midi, Michel Zerbi, vous recevez Maître Muriel Waknin-Melki. Absolument, Jaco, Maître Muriel Waknin-Melki, qui est avocate des parties civiles dans le procès dit du gang des barbares, procès en appel qui se déroule à Créteil, rappelons-le, jusqu'au 17 décembre, procès à huis clos. Peu d'informations donc nécessairement nous parviennent, mais nous allons essayer de faire le point, car cette semaine, Maître Waknin-Melki, bonjour. Bonjour Monsieur Zerbib. Cette semaine a été marquée quand même par la forte émotion, presque l'insoutenable. Il faut dire que selon nos informations, on a pu diffuser non seulement des photographies du corps supplicié de Ilan Halimi, mais également un document exceptionnel et terrible, c'est-à-dire les enregistrements sonores du moment des négociations et des tortures du jeune Ilan. Et je crois que c'était un moment extrêmement difficile à supporter. Eh bien écoutez, oui, cette semaine a été une semaine qui était très très lourde en émotions, extrêmement chargée d'émotions. C'est vrai que depuis le début des débats, je crois qu'on est arrivé à un point qui était difficilement supportable. Alors difficilement supportable, bien évidemment pour toutes les personnes qui étaient présentes dans cette salle d'assises cette semaine, mais plus particulièrement pour l'un des jurés qui, pendant la projection du rapport d'autopsie, images à l'appui et commentaires de monsieur l'expert, qui était venu précisément pour expliquer ce que l'on voyait sur les images du corps d'Ilan Halimi, l'un des jurés a fait un malaise et a perdu connaissance. Voilà, donc... Cela dit, c'est important, il me semble, Maître Waknin-Melki, par exemple, que les documents sonores que vous avez pu entendre, vous, en tant qu'évidemment avocate des parties civiles, hein, c'est-à-dire la défense des familles, c'était un document qui n'avait pas été diffusé, je crois, en première instance. Tout à fait. Alors, il y avait plusieurs enregistrements sonores. Les enregistrements sonores qui correspondent en fait aux échanges entre Youssouf Fofana et le père d'Ilan Halimi, dans lesquels des négociations sont entamées et essayent tant bien que mal d'aboutir, ce qui n'arrivera pas, on le sait malheureusement. Et puis un deuxième type d'enregistrement sonore qui correspondait en fait à des échanges, à des appels à l'aide d'Ilan Halimi vers ses parents, tantôt son père, tantôt sa mère. Et effectivement, dans les deux enregistrements sonores, le plus terrible n'avait pu être entendu par la première cour d'assises. Et là, manifestement, le technicien de la cour d'assises de Créteil ayant réussi à se procurer l'appareil qui permettait d'écouter cet enregistrement, nous avons pu écouter Ilan Halimi avec beaucoup d'émotions qui s'adressait à sa mère et qui expliquait les rudes sévices auxquels il était soumis, les tortures qui lui étaient infligées et les appels à l'aide particulièrement déchirants qu'on a pu entendre et qui ont résonné dans la salle d'audience jeudi matin. Est-ce on imagine bien évidemment l'émotion parmi les avocats, les jurés naturellement, la cour. Est-ce que les accusés eux-mêmes ont témoigné de quelques sentiments? Il n'y a pas eu de commentaires suite à l'écoute de ces enregistrements et nous ne pouvons pas préjuger de ce que chacun des accusés a pu ou non ressentir. La seule chose qu'on peut dire de manière complètement objective, c'est que de l'extérieur, rien ne transparaissait. Ensuite, savoir comment les uns ressentent la voix d'Ilan que l'on entend, c'est une voix qui vient d'ailleurs, et qui témoigne de la souffrance qu'il a endurée, de ce qui s'est passé en fait pendant cette séquestration. Forcément, je pense que ça a forcément dû susciter. Je n'ose imaginer qu'il n'y a pas eu d'émotion parmi les accusés, mais en tout cas, elle ne se voyait pas. Maintenant, nous attendons. Il y a déjà eu des paroles qui se sont un peu déliées cette semaine. Nous avons progressé sur certaines responsabilités de certains des accusés parce que d'autres accusés ont bien voulu donner des informations qui n'avaient pas été délivrées lors de la première audience devant la cour d'assises de Paris. Je pense que ce type de témoignage de la violence, de ce qu'Ilan a pu subir, je pense qu'effectivement ça peut appeler certains des accusés à un sursaut d'humanité et avoir envie de partager
participer à la révélation de la vérité et permettre aussi d'établir les responsabilités de tous les accusés de manière plus précise que cela n'avait été fait en première instance. Maître Ouaknine Melki, bien sûr, c'est un procès extrêmement difficile qui avait été rendu possible en appel, notamment par l'intervention du ministre de la Justice de l'époque, Madame la garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, qui s'est exprimée, en tous les cas, qui a envoyé une lettre au président. On sait dorénavant qu'elle ne viendra pas témoigner à la barre, comme ça lui était demandé d'ailleurs, notamment par les avocats de la défense. Quel est votre sentiment ? La position de Madame Michèle Alliot-Marie, ancienne garde des Sceaux et actuellement ministre des Affaires étrangères, permet, si vous voulez, à la Cour de réserver son audition. Alors effectivement, Madame la ministre avait indiqué qu'elle ne viendrait pas à la Cour. Les avocats de la défense ont sollicité l'application d'un article du Code de procédure pénale qui permettrait de lui poser une liste de questions au sein de son ministère par le biais du président de la Cour d'appel de Paris. Alors c'est une procédure qui est un petit peu lourde, mais enfin qu'on peut mettre en application. Et cette liste de questions serait éventuellement rédigée par les avocats de la défense si le président de la Cour d'assises de Créteil faisait droit à cette demande. Mon sentiment, en tout état de cause, c'est que c'est déplacer le débat encore une fois. Nous ne sommes pas là pour juger de la nécessité ou non d'un appel, nous y sommes. La procédure d'appel, elle a abouti et nous sommes en train de traiter les faits pour une deuxième fois avec une interprétation qui sera, je l'espère, sensiblement différente. Alors, venir encore aujourd'hui demander l'intervention de Madame Michèle Alliot-Marie pour s'expliquer sur un appel qui a été fait et validé de toute manière il y a plus d'un an de ça, je n'en vois pas l'intérêt. Alors, on parle bien sûr de ce procès. Beaucoup de nos auditeurs et bien sûr d'autres veulent savoir ce qui se passe dans ce procès à huis clos, bien évidemment, Maître Ouaknine Melki. Peut-être une petite question, c'est important. On savait que ce procès avait été rendu nécessaire par les peines peut-être pas suffisantes à l'époque qui avaient été prononcées à l'endroit d'un certain nombre de prévenus. Peut-être vous aussi, votre sentiment, vous êtes avocat des parties civiles, vous défendez bien sûr les victimes dans cette affaire. D'autres défendent les accusés, ce sont les avocats de la défense. 2 d'entre eux d'origine juive, à ma connaissance, ont été un petit peu aux prises avec des gens qui les ont critiqués, qui ont même tagué leur porte. Est-ce que vous redites pour tout le monde que, évidemment, même ces accusés-là ont droit à des avocats et peut-être même à des avocats juifs ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est inadmissible d'avoir inscrit des mentions, quelles qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient, sur les postes du cabinet de ces avocats-là. Ce n'est pas une bonne démarche à adopter. Et qu'on ne soit pas d'accord, certes, on peut le dire, on peut l'écrire, on peut l'entendre, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai que ce type de manifestation de position ne me semble absolument pas approprié. Et bon, effectivement, chaque accusé a droit à une défense. L'avocat général rappelait cette semaine que dans cette salle d'audience, il n'y avait pas des avocats juifs et des avocats non juifs, il y avait des avocats, point. C'est également ma position. Voilà, ça c'est très important. La semaine qui s'ouvre, c'est Maître Ouaknine Melki, donc on continue à auditionner, je crois, les premiers geôliers, ceux qui ont détenu dans ces appartements, dans cette cave, notamment d'Arcueil, de Bagneux, pardonnez-moi, Ilan Halimi. Oui, alors en fait, on était cette semaine qui vient de s'écouler sur l'arrivée d'Ilan au sein de l'appartement rue Prokofiev et avec l'arrivée des premiers geôliers, ce qu'on appelle l'arrivée des premiers geôliers et le choix des premiers geôliers. Cette semaine, on va continuer à réfléchir sur les conditions de détention, de séquestration, les sévices qui ont été infligés à Ilan, les photographies qui ont été prises et adressées à la famille pour certaines d'entre elles. Et puis voir également dans quelles conditions Ilan Halimi a été transféré depuis l'appartement jusqu'au local technique au sous-sol de cet immeuble de Bagneux et voir quels sont les nouveaux geôliers qui vont arriver, pourquoi ils sont arrivés, pourquoi les premiers sont partis pour certains d'entre eux et comment tout cela a été organisé et pensé. Je rappelle que Youssouf Fofana a, au cours de cette séquestration, effectué 2 voyages vers la Côte d'Ivoire et donc il est intéressant et important de comprendre qui, en l'absence de Youssouf Fofana, prenait les choses en main
et régler le quotidien de sa séquestration. Merci beaucoup, Maître Waknine Melki, d'avoir été avec nous. Et on rappelle, bien sûr, comme chaque jour, nous donnons des informations sur ce procès à huis clos. Des informations évidemment importantes pour savoir ce qui se passe et que ce procès ne soit pas celui également du silence, comme ce fut le cas lors de la première instance. Merci d'avoir été avec nous.